Bien, nous sommes en train de réfléchir sur ce rapport entre l'essence et l'être, et nous avons, dès le départ, dit, affirmé, énoncé la thèse que l'étant est. Et nous avons énoncé cette thèse face à la thèse de Heidegger, à savoir la thèse de la différence ontologique entre l'être et l'étant. L'étant est. Cette assertion exclut donc toute différence entre l'être et l'étant. La question qu'est-ce que l'étant se ramène donc à qu'est-ce que l'étant en tant qu'il est. Il ne s'agit pas de s'interroger sur cet étant-ci ou cet étant-là, mais de s'interroger sur ce qui est en tant qu'il est, en tant qu'être. Aristote, au livre Zeta de la métaphysique, pose la question fondamentale qui constitue, dit-il, l'objet passé, présent et éternel de notre embarras et de notre recherche, à savoir qu'est-ce que l'étant. Cette question ne porte pas dans son esprit sur tel ou tel étant, mais sur l'étant en tant qu'étant. To-on et on, que nous traduisons, et nous verrons pourquoi, ce qui est en tant qu'il est. Que l'étant soit ne fait aucun doute aux yeux du stagérite pour qui la forme d'interrogation, de toute forme de réflexion philosophique, de questionnement philosophique, doit commencer par la question ei esti, en latin ansit, est-ce que cela est? Il faut s'assurer déjà que ce dont nous parlons existe bel et bien. Que l'étant soit ne fait nul doute aux yeux du stagérite. La question est donc plus profonde que celle qui s'interroge sur ce qu'est tel ou tel étant. D'autant plus que nous l'avons vu, on peut analyser les étangs sous différents aspects, comme la biologie par exemple sous l'aspect du vivant, la physique sous l'aspect du mouvement, etc. Dans tous les textes où il est question de l'être, Aristote, comme d'ailleurs Platon, ne recourt pas à l'infinitif du verbe être, einai, mais au participe présent, on, que l'on traduit étant, qui veut dire étant. Mais ce terme étant, on, est ambigu, parce qu'il peut être entendu de deux manières. Soit nominalement, et alors on parle d'un étant. En allemand, je cite l'allemand parce que la question est soulevée aussi par Heidegger. Un étant au sens nominal, en allemand, c'est das Seiende. Et le mot étant peut être aussi entendu en tant que participe, non seulement de manière nominale, mais de manière verbale. Et alors, étant, Seiend, en allemand, signifie le fait d'être. On verra, je dis le fait d'être, parce que nous verrons dans quelle mesure il faut distinguer le fait d'être et l'acte d'être, et que peut-être Heidegger ne fait pas cette distinction. Au sens nominal, to-on, l'étant, désigne ce qu'est telle chose particulière ou l'ensemble des choses qui sont. Au sens verbal, to-on ne désigne pas ce qui est, mais l'être de ce qui est. Nous nous en souvenons, on avait insisté sur cette distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est. Il s'agit de savoir si être, ici, a le sens d'un fait ou celui d'un acte. Et cette question, nous verrons, nous permettra de développer la différence qu'il y a à faire entre être et exister. Nous y reviendrons. Au sens verbal, le mot étant peut aussi être compris de deux manières. Ce qui est étant, ou ce qui, dans un étant, constitue son être, et ne soit pas plutôt un non-étant. Le mot to on en grec a le plus souvent le sens verbal. Il désigne l'étant comme un fait, être là, ce qui est là, ce qui existe.
j'insiste sur le verbe exister, on l'a déjà rencontré, nous savons le sens que nous lui donnons et que nous allons préciser et approfondir. Donc ce qui est là, non ce qu'est l'étant, c'est-à-dire son essence, ce qui nous permet de définir un étant. Autrement dit, la première signification de toon est ce qui est, l'étant, sa définition, son essence. Et la deuxième est le fait d'être, einai. Confusion peut naître comprenant le sens nominal d'étant au sens verbal d'être. D'autant plus que les Grecs utilisent, comme on l'a dit, toon dans un sens verbal. Platon, en effet, et Aristote utilisent le participe au sens nominal, toon, étant, un étant, et non le verbe einai pour dire l'être. Penser le participe toon nominalement ou verbalement ne désigne en fait ni l'être simplement, ni l'étant simplement, mais l'être de l'étant. Donc les Grecs ne pensent pas l'être en tant qu'être, dirions-nous, c'est-à-dire indépendamment de l'étant. Ils pensent l'être à partir et en fonction de l'étant. Ce sont des questions que Heidegger se pose et qui vont le conduire à affirmer cette différence ontologique entre l'être et l'étant, qui nous enseigne que l'être n'est pas l'étant. Comment comprendre cette différence ontologique selon Heidegger? Eh bien, c'est que si l'être n'est pas l'étant, c'est parce que l'étant se ramène, selon toute l'histoire de la métaphysique et de la métaphysique telle que la conçoit Heidegger, tout l'étant se ramène à être un objet de la pensée, c'est-à-dire construit par l'intellect. L'être donc se confond avec l'objet intelligé, et l'objet en tant qu'intelligé. Il acquiert le statut scotiste que nous avons évoqué déjà de l'esse objectivum. Or, l'être, dit Heidegger, est donné hors de la pensée qui le pense ou hors de l'intellect qui l'intellige. Il est donné là, jeté dehors. Il existe. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il existe en dehors de tout intellect, mais au sens où, indépendant de l'intellect, l'être là se retrouve sans essence, inintelligible. Être prend alors le sens étymologique d'exister là dehors, comme étant sorti d'eux, comme se présenter là, comme Dasein. Et nous avons souligné l'usage en allemand par Heidegger du verbe Wesen, qui signifie vraiment se présenter. D'où la définition du Dasein comme étant par essence existence. L'essence du Dasein est d'exister. Être et existence, donc ici, se confondent. Et toute la question est de savoir s'il n'y a pas une différence justement à faire entre être et existence, et qui est celle que nous devrons faire, nous le verrons, entre être compris comme acte et être compris comme fait, c'est-à-dire comme existant, là. La question se pose en effet de savoir si l'être se confond avec l'existence. La question se pose de savoir si l'être existe, d'où sort-il? L'être peut-il sortir d'autre chose que de l'être? La réponse heideggerienne à cette question est que le Dasein se présente à partir de lui-même. C'est même la description, la définition du phénomène, de ce qui se donne à voir. Le radical en grec phos signifie lumière, ce qui se donne à voir à la lumière du jour, ce qui apparaît au grand jour. La question est de savoir, enfin, nous allons nous demander, nous pouvons nous demander,
À partir du moment où on nous dit que le Dasein est ce qui se présente à partir de lui-même, nous sommes en droit de nous demander si cette réponse est satisfaisante. Dire que l'être est ce qui se présente, Wesen, renvoie à la question de l'origine. Peut-on se présenter à partir de soi? Autrement dit, être l'origine de soi-même. Poser cette question, c'est déjà y répondre, dans la mesure où elle exclut le statut de ce qui peut se représenter soi-même. Ou plus précisément, et dans le fond c'est un peu le fond du problème, se présenter à partir de soi, c'est être représenté, c'est se représenter dans l'entendement. Autrement dit, l'entendement serait à l'origine de cette représentation, serait l'origine a priori, finalement, de ce qui se présente. Toute activité de l'intellect étant rejetée comme stérile, eh bien, la question ne se pose pas de savoir si c'est dans l'entendement que s'origine la présentation de soi du Dasein. D'où donc sort-il? D'où donc ce qui se présente-t-il? On l'a vu, je reprends certaines idées que nous avons déjà évoquées, l'expression allemande pour dire il y a quelque chose est es gibt. Littéralement, cela donne. Nécessairement mal traduite par il y a, parce que cela donne sans rapport vraiment avec l'expression il y a. Es est neutre. Il est indéfini, indéterminé. Es gibt, cela donne, renvoie donc à une origine indéterminée. L'indétermination est elle-même l'origine de ce qui se donne et se présente là, dehors. Mais encore une fois, en dehors de quoi? D'où cela se donne-t-il? La pensée de Heidegger prend soudain ici un tour plotinien. Pour Plotin, l'indéterminé, c'est l'un. Or, l'un est au-delà de l'être. Epikainates ousias. Autrement dit, l'un n'est pas. D'où le sens inversé que prend la question pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? À savoir, pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien? Rien, c'est-à-dire l'un. L'un qui est au-delà de l'être, qui n'est pas. Ainsi, le nihilisme prend un sens actif. Vous voyez, ce nihilisme qui prend un sens actif consiste à dire qu'il s'agit désormais de sortir du monde multiple de l'être. Il s'agit de sortir de soi pour restituer à l'un sa pureté, son indétermination. Mais le plotinisme de Heidegger est un plotinisme inversé, en ce sens que pour lui, il n'y a pas de retour vers l'un. L'être qui existe, qui se trouve là, jeté dehors, et qui se projette sans cesse au dehors, est un être fini, qui s'expérimente lui-même comme suspendu dans le vide, et qu'il expérimente ce vide, ce non-être, cet être qui se vide, dans l'angoisse. Donc, alors que chez Plotin, il y a un retour dans l'un dans lequel se trouve le repos, pour Heidegger, il n'y a pas de retour. Il y a une déchéance constante dans le fini, dans la condition angoissante d'un être qui se sait projeté en avant de lui-même et qui est appelé à disparaître. Donc, Heidegger, après avoir opposé en les distinguant l'être et les temps réduits à sa représentation, et que, nous l'avons vu, Heidegger rejette cette idée d'un étant réduit à sa représentation au profit d'un être qui est justement un fait, qui est là, et qui, de ce fait, risque d'être confondu
avec l'existence, le fait brut d'être là, et qui donc pose la question du statut de cet être-là. Il nous faut donc nous interroger sur le statut de cet être-là, de ce Dasein, de cet être de l'étang qui n'est pas réductible à sa représentation. Il nous faut, une fois exclu la réduction de l'étang à sa représentation, nous interroger sur le véritable statut de l'être de l'étang hors essence, c'est-à-dire finalement de l'existant. Dire que l'être existe et confondre l'être avec l'existence, parce qu'il se trouve en dehors de toute représentation, pose la question de la différence entre l'être et l'existence. Il ne s'agit donc plus de s'interroger sur la différence entre l'être et l'étang, c'est-à-dire entre l'être et l'étang comme représentation. L'être en tant qu'être ne sort pas de lui-même, selon ce que nous avons vu quand nous avons évoqué l'être à la lumière de Parménide. L'être est immuable, ne peut pas sortir de lui-même et ne peut donc pas exister. Nous l'avons dit, sortir de soi pour l'être, ce serait cesser d'être. L'être de l'étang ne consiste donc pas à faire sortir l'étang de lui-même, mais à le faire être, à insister en lui, et non pas à le faire exister, à le faire sortir de lui-même, et ceci dans la perspective donc évidemment d'une philosophie de l'être qui s'oppose à la réduction de l'être à l'existence, et qui conçoit cet essai, cet être, comme un acte indivisible. Or, l'être pour Heidegger, nous le verrons, est autodifférenciation. Il se différencie. Il n'y a pas d'identité de l'être parce que cette identité, étant conçue d'un point de vue logique, ne peut pas caractériser l'être ontologiquement. L'identité est le résultat d'un retour à l'un après cette odyssée de l'esprit, pour parler comme Hegel, dans le monde multiple de la division. Cette division ne pouvant aller à l'infini, selon Aristote, vous vous en souvenez, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à cet individu. Un individu qui est pour Plotin l'un, qui est pour Aristote la substance indivise de l'étang. Or, pour Heidegger, il n'y a pas d'arrêt dans la division. Non seulement il n'y a pas d'arrêt dans la division, qui se poursuit sans fin, mais il n'y a pas de commencement de l'unité. La division est au commencement. L'être est autodifférenciation de soi. Il n'y a pas donc au départ même cette unité plotinienne en dehors de laquelle donc tout ce qui est se divise dans l'attente d'un retour à l'indivision de l'unité dans le repos de l'un. En d'autres termes, si dans le cadre d'une philosophie de l'être que nous essayons de dégager par rapport à une philosophie de l'un, l'étang est, si de ce point de vue donc d'une philosophie de l'être, l'étang est, si nous pouvons affirmer que l'étang est, il n'y a pas de différence ontologique entre l'être et l'étang. Car l'étang, dans cette perspective, une philosophie de l'être, ne se réduit pas à sa représentation. Il existe en effet bel et bien, mais nous verrons que cette existence a un fondement, est fondée dans l'être. Car l'être constitue l'étang en l'unifiant. L'être est source d'unité, car l'être ne peut pas se diviser sans cesser d'être. L'étang, donc, ne se réduit pas à sa représentation, et l'être ne se confond pas avec l'existence. Être signifie quelque chose de plus que la pensée,
de plus qu'intelligé, et il est la source de toute intelligibilité. Nous y reviendrons. Affirmer que l'être est extérieur à l'intellect, à la pensée, ne signifie pas qu'il existe de manière inintelligible dans le cadre d'une philosophie de l'être pour laquelle l'être et la pensée, l'être et l'intellect sont unis. C'est même le contraire qui s'impose, car l'intellect reste aveugle et stérile si l'être cesse d'être saisi comme étant extérieur à l'intellect. L'intellect naît en effet à lui-même au contact du réel extramental. Et nous l'avons vu, ce réel extramental est offert au sens. C'est à travers les sens qu'il accède à l'intellect, qui confère à la réalité qui rentre dans l'intelligibilité de la réalité. Dans la perspective aristotélicienne et de l'aristotélisme médiéval, la réalité, la substance, est composée de matière et de forme, et cette forme est inhérente à la réalité. Elle n'est pas un produit de l'entendement. C'est l'intelligence qui vient chercher dans les temps cette forme qu'il tire en l'abstrayant de la réalité pour l'intelliger, en sachant que cette forme ne se trouve pas dans l'intellect, mais dans la chose. L'intelligibilité de l'étant a sa source dans l'être qu'il est. Il ne s'agit donc pas de lui donner un sens, mais de trouver ce sens en lui. En d'autres termes, l'être de l'étant ne se réduit pas à l'objet construit par l'entendement, il est distinct de ce que Scott appelait un esse objectivum. L'être n'est pas un objet. Cette affirmation est une remise en question de la doctrine scottiste qui a façonné la philosophie du sujet, caractéristique de la modernité. Duns Scott, en substituant à l'être extramental l'être objet, l'esse objectivum, a consommé l'oubli de l'être en tant qu'être. L'étant n'est donc ni existence, surgissant de nulle part, ni donné en dehors de toute intelligibilité. Ce n'est pas un objet réduit à une pure production de l'intellect, il est, et il est intelligible en raison de ce qu'il est. L'être confère à l'étant son effectivité et son intelligibilité en unifiant toutes ses composantes. Nous en souvenons, la réalité finie est composée de matière et de forme, d'essence et d'être, en rapport sous la forme d'un rapport entre la puissance et l'acte, et l'étant donc fini, composé de ce qu'il est, de son essence, comprend aussi l'être de ce qu'il est, son esse, en raison de sa finitude. Et si l'être fini, l'étant, est composé, cette composition, peut-être que le mot est mal choisi, ne va pas contre l'unité de tous les éléments qui le composent. Mais ce qui unifie tous les éléments qui le composent, ce qui unifie tous les éléments qui le composent pour en faire un étant, c'est l'être. L'être est. Et l'être ne peut pas se diviser sans cesser d'être. Vous voyez, c'est un axiome fondamental. L'être est l'un, convertumtur. C'est-à-dire que l'unité pour l'être désigne dans l'être sa non-divisibilité. Mais l'un n'est pas au-delà de l'être. Nous l'avons vu. L'être est un. Et l'un, sans l'être, est pure indivisibilité abstraite, conceptuelle, logique, mais sans rapport avec la réalité.
Et c'est pourquoi la réalité, sans unité, est pure multiplicité, mais une multiplicité sans unité, c'est-à-dire une division chaotique, inintelligible. Composer donc pour les temps signifie que son essence n'est pas son être, et que son être n'est pas son essence, bien que l'un ne se conçoive pas sans l'autre. Nous l'avons vu, l'essai ne se réduit pas à la forma, comme chez Boès. Il ne sort pas de la forme, il n'existe pas. Et d'ailleurs, pour Boès, à vrai dire, l'être se déduit de la forme. Il n'existe pas au sens où il sort tiré de la forme, mais enfin ça on l'a vu, il faudra y revenir et apporter des nuances, les nuances qui s'imposent. L'étant donc est. Et il est ce qu'il est. Étant ce qu'il est, il n'est pas un autre. Et cette détermination manifeste que son être est fini et que par conséquent, il y a une multiplicité des temps. Cette multiplicité, cependant, ne plonge pas le monde multiple des étangs dans le chaos du non-un, parce que le non-un n'est pas le non-être. L'un n'étant pas. Nous avons dit, l'un n'est pas. Et donc dire le non-un, c'est désigner la multiplicité. Là, il faudrait faire allusion à Nicolas de Cuse, pour lequel le monde multiple est comme un miroir brisé dans lequel se reflète parfaitement l'un en se reflétant de manière multiple dans chacun et totalement dans chacun de ses éclats. Oui. Donc le monde, l'univers, est un monde virtuel, irréel, qui est un reflet de l'un qui n'est pas. Bon, on reviendra là-dessus. Nous disions que l'étant est. L'étant est et il est ce qu'il est, non un autre. Et cette détermination exprime sa finitude. Ça veut dire donc qu'un étant n'est pas un autre, et cela veut dire donc qu'il y a une multiplicité d'étangs. Cette multiplicité ne plonge pas cependant le monde des étangs dans le chaos inintelligible, dans le non-un, parce que le non-un n'est pas le non-être, parce que l'un n'est pas. Nous avions donc fait un petit développement là-dessus. Les étangs sont, et ils sont en vertu d'un acte d'être qui leur est propre. Ils n'existent pas comme un fait. Vous voyez déjà ici se profiler la différence entre fait et acte, entre existence et être. Ils n'existent pas comme s'ils étaient propulsés hors d'eux-mêmes par une force défaisante, qui n'est autre que la force défaisante et nihilisante de l'un, pour lequel l'être, tout ce qui peut s'ajouter à lui, est éternellement de trop. Les étangs sont, et si on peut dire qu'ils existent, c'est parce qu'on va donner au mot exister un complément de signification à la lumière de l'être. Ils existent au sens où ils sont en dehors les uns des autres et où chacun occupe sa place dans un univers ordonné. Si, comme le souligne Jean-Christophe Bardou, dont nous nous inspirons dans ce séminaire, j'ai évoqué son livre sur l'existence exposée au Moyen-Âge, si, comme le souligne Jean-Christophe Bardou, la notion d'existence est apparue tardivement, c'est sans doute parce que, à la lumière de ce que nous venons de dire, elle renferme une ambiguïté. Nous l'avons vu, être ne signifie pas nécessairement exister, car exister signifiant sortir d'eux, on ne peut pas dire de l'être qu'il existe au sens où l'être ne peut sortir de soi, de lui-même, sans cesser d'être. Autrement dit, l'être est. Il n'existe pas. Et la notion d'existence ne prend tout son sens à la lumière de l'être que parce qu'elle se rapporte au fait pour un étant d'être, mais en même temps d'être en dehors des autres étangs. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il existe.
Il existe, mais avec son être propre. Parce que il ne peut pas exister comme sortant de l'être et donc comme se néantisant. Il s'agit ici de voir que le fait d'exister n'est pas l'acte d'être. Le fait d'exister à côté et en dehors les uns des autres ne signifie pas être projeté, exposé, se trouver hors de soi, là, comme un déchet, un temps, avant de s'assenter définitivement, parce que, en quelque sorte, les temps sans l'être existeraient au sens où il cesserait d'être à chaque instant. L'acte d'être, à la différence du fait d'exister, signifie poser ce qui est, donc l'étant, hors du non-être, et non à le jeter en avant de soi. Vous voyez la différence qu'il y a entre le fait d'exister comme étant l'effet du rejet de l'un qui expulse hors de lui tout ce qui pourrait s'ajouter à lui, car il ne peut perdre son unité en permettant une quelconque participation. L'un est au-delà de l'être et il est même au-delà de l'intellect, tandis que être, ce n'est pas sortir de soi. Être est la plénitude d'un acte parfait qui désigne l'être comme ce à quoi on ne peut rien ajouter, parce qu'il est la plénitude d'un acte d'être. En tout cas, l'acte d'être s'oppose, se distingue du fait d'exister. Vous voyez, donc deux expressions, l'acte d'être et le fait d'exister, se distinguent en ceci, que l'acte d'être consiste à poser ce qui est, l'étant donc, hors du non-être, et à le maintenir dans l'être. Donc l'étant n'existe pas sans être. Ici, exister ne signifie pas cesser d'être à chaque instant en sortant hors de soi, à chaque instant en enjambant l'abîme qui appelle un autre abîme, comme nous disions. L'être soutient l'étant, le maintient, le fonde comme acte de l'étant, et on trouve sous la plume de certains auteurs l'expression actus entis, comme chez saint Thomas par exemple, l'acte de l'étant. L'être comme acte de l'étant, comme actus entis, permet à l'étant d'être dans le temps sans discontinuité ni rupture. Vous vous en souvenez, nous avions parlé à un certain moment de l'instant comme cette ouverture qui fait que le temps n'est plus une succession d'instants comme le passé, le présent et l'avenir, mais l'instant étant ouverture, l'existence s'abîme dans l'instant. Le temps n'est autre chose que cette ouverture par laquelle et dans laquelle l'être s'engouffre. Le terme étant, à la lumière de l'être, justifie son existence à partir du moment où l'étant revêt le sens de ce qui est en train d'être, et non pas de cesser d'être à chaque instant. Ainsi, l'étant peut exister sans cesser d'être. Son existence est dans une totale et constante dépendance de l'être. Être et exister, autrement dit, ne se confondent pas au sens où l'être ne consiste pas à exister. Et donc il faut donner et conserver au mot exister le sens en effet d'être là, mais non pas d'être là comme étant le résultat d'un rejet de l'un, mais comme étant l'affirmation d'un être qui se maintient dans son être. À partir de ce que nous venons de dire, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi le concept d'existence peut prendre un sens exclusif et s'imposer comme tel et imposer l'oubli de l'être, puisque l'étant alors se mettrait à exister en étant extirpé de toute essence, en dehors de tout intellect, et se trouvant là dans l'absurde, de manière inintelligible, injustifiable, intellectuellement, les sens ne suffisant plus à déterminer ce qui est. Et la question sera de savoir ce que devient un étant sans essence, c'est-à-dire un étant réduit
à exister de manière inintelligible.